Bonsoir. Au quotidien, on a souvent du mal à imaginer que la francophonie dont on parle tant n'est pas quelque chose d'abstrait ou de flou, mais que c'est un outil qui permet de mener à bien des projets dans différents domaines d'activité. Le français n'est pas seulement la langue de la poésie, comme on dit souvent, mais c'est aussi la langue de la science et de la recherche dans des domaines bien spécifiques. Ce soir, nous accueillons sur le plateau de la francophonie à la une Madame Nazeni Garibian, historienne d'art, médiéviste, responsable du département des études médiévales à l'Institut des manuscrits anciens Mesrop Mashtots ou tout simplement au Matena d'Aran. Bonsoir Nazeni Garibian. Bonsoir. Quelle place occupe le français dans votre profession, Nazeni? Tout d'abord, je voudrais remercier de m'avoir invité ici. Et je voudrais souligner, donc je voudrais aussi vous féliciter pour ce projet parce que justement la francophonie est très très importante dans plusieurs domaines, comme vous avez dit, y compris aussi les sciences. La francophonie occupe une place fondamentale dans ma recherche, dans ma vie professionnelle. Parce que tout d'abord, j'ai fait toutes mes études en France. Je suis docteur de l'université française. Même de retour en Arménie, je continue quand même. Le français est ma langue de recherche, on peut dire ça, à côté de l'arménien, à l'égalité. Et parce que ce n'est pas seulement une question de langue, que je continue toujours, enfin une grande partie de mes recherches, c'est toujours, je publie en français, et mon premier livre en recherche, un livre qui est dédié à l'art arménien, est publié en français. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas seulement une question de langue, c'est aussi une question de toute une, comment dirais-je, une méthodologie qui vient avec, parce que j'ai passé plusieurs années, plusieurs échelons des hautes études, et donc j'ai eu de très très bons professeurs. C'est une méthode de recherche, c'est une méthode d'enseignement, c'est un savoir-faire qui vient avec la langue. Donc voilà, je me considère un savant ou une chercheuse autant française qu'arménienne. Très bien. Et quelle est la place que le français occupe en général dans les études arméniennes? Également fondamentale. Et là, je voudrais faire, si vous me permettez, un petit survol historique, parce que là, comme vous le savez probablement, les études arméniennes, ou bien comme on dit, l'arménologie, est née en Europe. Et donc, la France est l'un des berceaux de l'arménologie en général, des études arméniennes. Déjà, si on veut parler de la manière institutionnelle comme discipline, l'arménologie est fondée en France déjà en 1669, quand le ministre des Finances, l'homme d'État Jean-Baptiste Colbert fonde le Collège des Trois Langues. Et là, il y a un recueil de tous les alphabets qui est publié, et y compris l'arménien. Mais aussi dans ce collège, ou bien dans ce collège qui devient après l'Institut l'INALCO, c'est-à-dire l'Institut des langues et civilisations orientales, l'Institut national. Donc, c'est à côté de l'arabe, du persan, du turc, l'arménienne aussi est enseignée. Mais par contre, il y avait un problème de trouver un professeur qui pourrait enseigner l'arménien. Et comment ce problème a été résolu? Voilà, le problème, c'est une
C'est une histoire très intéressante. Bon, je vais être brève. C'est à l'époque de Napoléon, parce que avec Napoléon, les études arméniennes prennent un autre élan en France, parce que entre-temps, avec les rois, les Louis, il y avait aussi la bibliothèque royale à ce moment, à cette époque-là, qui est devenue nationale. La bibliothèque royale commence à acquérir les manuscrits arméniens, parce que déjà il y a la conscience que dans ces anciens manuscrits, ou les historiques, ou bien la Bible, etc., ils sont très valeureux. Et on peut trouver des informations très, très valeureuses sur l'histoire médiévale, sur Byzance, sur les croisés, même sur les débuts du christianisme, pourquoi pas. Et donc, voilà, sur cette collection est fondée la discipline des études arméniennes en France. Et donc, en 1795, Napoléon, en Italie, durant sa campagne en Italie, il trouve un Arménien du Karabakh qui s'appelle Jacob Shahan Djerpetian, qui est Chirbed, qui est connu comme Chirbed, et en français, il devient Sirbed. Qui l'invite à Paris pour occuper cette place. Mais comme Jacob ne connaissait pas le français, il n'arrive pas à prendre la responsabilité. Il passe 10 années à étudier le français, et après, en 1812, à Moscou, Napoléon signe la naissance de la chaire arménienne, donc signe l'édit pour donner le titre du professeur à Shahan Djerpetian. Et puis après Djerpetian a eu plusieurs élèves brillants élèves comme Levaillant de Florival, Le Bello, Antoine Saint-Martin, etc. Mais entre-temps, il y a une société asiatique qui a été fondée en 1822, où il y avait dans les intérêts général oriental, c'est-à-dire c'est toujours dans les études orientales, non? Il y a aussi Urartu, il y a les manuscrits toujours qui intéressent, et dans le journal asiatique, il y a petit à petit des articles font jour qui sont dédiés spécialement à l'Arménie. Et puis il y a avec l'INALCO, il y a la chaire qui est fondée, et jusqu'à aujourd'hui, c'est sans discontinuité, ça continue à fonctionner. Et nous avons aussi des professeurs de cette chaire, des brillants arménologues, comme par exemple Antoine Meillet, Victor Langlois, Édouard Dulaurier, Frédéric Macler, etc. Et puis, entre-temps, Ike Berberian et Émile Benveniste fondent en début du 19e siècle, en 1920 précisément, la revue des études. Oui, pardon. 1920. Oui, pardon, excusez-moi. Du 20e siècle, la revue des études arméniennes, qui a été, et pendant de longues années, l'unique non-arménien, l'unique revue dédiée uniquement aux études arméniennes, qui est née à Paris, en France. Ah, très bien. Merci Nazemi pour ce parcours. Ça a été un peu long, je suis désolée. Historique, mais extrêmement intéressant. Et les études arméniennes, plutôt l'arménologie francophone, entre guillemets, où en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce que cette discipline est devenue aujourd'hui? L'arménologie continue, les études arméniennes en langue française continuent toujours à se développer. Et c'est vrai que, si on peut dire, c'est le XXe siècle, donc vers la fin du XIXe, mais c'est le XXe siècle, c'est l'essor des études arméniennes. Et on ne peut pas imaginer les études arméniennes sans la langue française. Parce que ça a été une majeure partie, que ce soit dans plusieurs domaines, que ce soit la linguistique, que ce soit l'histoire de l'art, que ce soit l'histoire de l'architecture, que ce soit l'histoire tout court ou la philologie, dans plusieurs disciplines. Et donc, le français était l'une des langues, sinon la langue dominante pour faire donc des études arméniennes. Il existe des ouvrages en langue française, oui, il y en a plusieurs. Sur l'architecture arménienne, Absolument. sur l'histoire, sur la langue arménienne. On ne peut pas étudier l'architecture arménienne médiévale, surtout médiévale, si on ne maîtrise pas la langue française. Mais aujourd'hui, je peux dire que
regardez, il y a plusieurs centres des études arméniennes ou des chaires orientales au sein desquelles l'arménien est enseigné, ou bien des chaires arménologiques, non, des études arméniennes. Mais il y a dans le monde entier, si je ne me trompe pas, quatre universités qui offrent un diplôme d'arménologue, où on devient arménologue, c'est-à-dire on obtient un diplôme. Quelles sont ces universités? Quatre universités. 3 universités sont francophones. Donc voilà. Elles se trouvent en France? Non, une université, c'est l'université de Genève, mais qui est francophone. Et puis il y a l'INALCO qui offre un diplôme. Et il y a, si je ne me trompe pas, c'est aussi Aix-Marseille, Université Aix-Marseille qui donne un diplôme d'arménologue. Si je ne me trompe pas. Mais il y a un troisième qui est aux États-Unis. Donc il y en a au moins 2, je peux dire que l'arménologue, hein, pas autre discipline. Même aux États-Unis, les études arménologiques passent par le français? Non, c'est ce que je disais. C'est au moins 2 de 3 dont je suis sûre. Et l'autre, ça, si je ne me trompe pas, c'est à Los Angeles, à l'université de Los Angeles. Si je ne me trompe pas, ça, Et est-ce que je sais que c'est l'une des universités américaines qui aussi livre un diplôme de maîtrise ou bien doctorat. On peut aller jusqu'au bout et devenir un arménologue. Pour le reste, ce sont d'autres spécialités. Par exemple, les études byzantines, les études iraniennes, les études syriaques, les études médiévales, les études en général médiévales, les études sur les croisés, ou bien dans les études, dans les sciences humaines, non, il y a histoire, il y a philologie, il y a linguistique, il y a la patristique ou les études théologiques, les études liturgiques. Il y a toute une panoplie de disciplines et sous-disciplines dans lesquelles la place des études arméniennes est primordiale et importante. Grâce aux traductions arméniennes très anciennes des œuvres patristiques ou bien grâce aux manuscrits, aux œuvres des historiens arméniens, parce que l'histoire prend une très grande place en général dans notre héritage écrit arménien. Et puis aussi pour la liturgie, par exemple, le lectionnaire arménien est considéré la traduction du 5e siècle, le plus ancien lectionnaire qu'on connaisse, qu'on puisse. Ça remonte au Jérusalem, mais celui de Jérusalem n'est pas conservé. C'est seulement, on se base, si on veut savoir quelque chose sur Jérusalem, du 4e, 5e siècle ou même 6e, on se base sur ce lectionnaire arménien. Il y a 3 copies dans le monde. Donc, vous savez que la place, c'est aussi complémentaire, c'est-à-dire on peut faire uniquement des études arméniennes, c'est dans le monde, mais on peut faire aussi autre chose, dans lesquelles, c'est-à-dire on peut s'occuper d'autre chose, dans lesquelles on ne peut pas se passer de l'arménien. Voilà. D'accord, très bien, classique, très intéressant. Là, parce que je suis médiéviste, on parle toujours de la période classique, c'est-à-dire du 5e jusqu'au XVIIe siècle. D'accord. Les études arméniennes, est-ce un domaine qui attire aujourd'hui des jeunes chercheurs en France, par exemple? Est-ce que les jeunes s'y intéressent? Et les jeunes chercheurs, notamment? Oui, il y a. Puisque les chaires existent et les centres existent, ça veut dire qu'il y a des étudiants. Il y a le risque que le nombre de ces étudiants diminue, et c'est là l'un des défis devant nous aussi, les arménologues qui sont en Arménie, mais aussi devant les arménologues, devant les professeurs étrangers dans d'autres universités partout dans le monde. Comment faire pour augmenter l'intérêt envers des études arméniennes. Et à ce propos, justement, je voudrais mentionner au mois de juillet, au Matena d'Aran, il y a eu pour la première fois un congrès des arménologues, c'est-à-dire c'était au congrès arménologique, mais c'était des arménologues. C'est le tout premier congrès arménologique.
c'était pas arménologue, c'était des arménologues, c'est-à-dire c'était pas une conférence dédiée à la recherche, aux études. Chacun présentait les résultats de ses recherches, mais c'était pour avoir ensemble presque tous les responsables des grands ou les professeurs des chaires des études arméniennes ou des directeurs des centres ou bien des responsables des grandes collections, là où des manuscrits arméniens. On les a invités pour savoir, pour penser ensemble sur le développement des études arméniennes et pour pouvoir tracer les lignes stratégiques du futur de l'Arménie, y compris résoudre le problème des étudiants. Donc c'était plus une réunion politique, en quelque sorte, que scientifique. Voilà. Oui, c'était pour définir les stratégies, pour déjà connaître et puis offrir une plateforme pour la coopération, etc., etc. Mais et durant ce congrès, il y a eu aussi la question des langues, justement, parce qu'on disait que maintenant, pratiquement la majeure partie c'est en anglais, mais comment en faire pour préserver la richesse des études arméniennes en plusieurs langues? Parce que la revue des études arméniennes, quand elle était fondée, il y avait les articles étaient publiés en allemand, en anglais, en italien et en français. La majeure partie était en français. Donc et puis pour les étudiants, justement, on a discuté qu'il faut faire sortir de l'arménologie de sa niche, des limites de son domaine et intervenir dans les domaines complémentaires, dans les domaines dans d'autres disciplines, etc. Donc ça, ce sera, ou bien avoir des bourses, par exemple, pour les étudiants qui seraient intéressés. Comme ça, avec les bourses aussi, ils peuvent faire des études, y compris les études arméniennes. Vous anticipez en quelque sorte ma question suivante. Inversement, est-ce qu'il y a des étudiants arméniens d'Arménie qui sont intéressés justement par des études arménologiques en France? Est-ce qu'il y en a qui partent en France pour faire des études arméniennes? Faire de la recherche dans les études arméniennes? J'en suis une. Parce que il y a la grande, on peut dire, historienne d'art et spécialiste des études byzantines et arméniennes, Sirarpi Dernersessian. Elle a laissé en testament une bourse d'études pour les historiens d'art de l'Arménie. À l'époque, c'était soviétique parce que la bourse est ouverte en 80. Elle est morte en 80. Elle est décédée en 89 et à partir de 1990, c'était encore l'Union soviétique. Et donc la bourse est ouverte. Moi, j'ai gagné le concours et je suis partie à Paris avec cette bourse pour 2 ans. C'était il y a 30 ans ou plus de 30 ans. Et ça a continué. Il y a eu beaucoup d'historiens d'art après moi. Je suis la première. Historienne d'art, donc toutes des femmes. Pas d'hommes. Historiens. D'accord. Mais la plupart étaient des femmes, oui. Il y a eu deux garçons, 2 hommes qui n'ont pas su... Si, l'un travaille au matériel d'art, mais les autres, 1 ou 2, je crois qu'un, il n'a pas suivi. Il est parti, il fait autre chose. Actuellement, il y en a qui font leurs recherches en France, par exemple. Actuellement, oui. Et il y a aussi d'autres bourses. Il y a plusieurs, par exemple, il y a eu un accord entre l'Université d'État d'Erevan et l'École pratique des hautes études, où moi aussi j'ai eu le diplôme. Et grâce à cet accord, il y avait la possibilité de faire la co-tutelle. C'est-à-dire avoir 2 directeurs de recherche. Et je sais qu'il y a non seulement pour l'histoire de l'art. Moi, pendant mes années en France, j'ai vu beaucoup d'Arméniens venir et faire des études aussi historiques, philologiques, de la langue surtout. Et en ce moment, oui, il y a quand même, parce qu'il y a aussi à Montpellier. Il y a à Montpellier aussi une chaire des études arméniennes très très forte. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup d'historiens, parce que là, c'est une chaire d'histoire, et il y a beaucoup d'historiens qui vont d'ici, qui font leur thèse là-bas. D'accord. Y compris ex-Marseille aussi. L'existence de différents centres des études arméniennes est aujourd'hui
menacés. Si ma mémoire est bonne, par exemple, c'est le cas à l'université Humboldt en Allemagne, faute de financement, faute d'intérêt. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi le cas en France? Non. Non, toutes les chaires qui existaient existent toujours. C'est autre question, à part École pratique des hautes études, qui était Jean-Pierre Mahé, qui était le professeur de l'histoire philologie arménienne, mais aussi du Caucase. Et après lui, la chaire est fermée. Mais par contre, il y a deux de ces étudiants qui occupent des chaires de professeurs au sein de... C'est pas l'arménologie elle-même, mais eux, ils font des études arméniennes dans leurs recherches, mais ils enseignent mais ils appartiennent à d'autres chaires ou, oui, ils appartiennent à d'autres chaires. L'une est à la faculté des sciences religieuses, l'autre à la faculté d'histoire philologie, mais il fait le droit. Mais il est spécialisé en droit arménien médiéval. Donc, oui, droit canonique. Un droit canonique. On peut dire que oui, il y a deux étudiants, mais la chaire n'existe pas. Sinon, les autres, il y a toujours, il y a le Montpellier, à Aix-en-Provence, à l'INALCO, il y a aussi l'Université Paris 12, je crois, où il y a aussi une chaire où l'histoire d'Arménie est enseignée. Je ne sais pas si la chaire existe, mais c'est enseigné contemporain. C'était l'histoire contemporaine. N'oublions pas qu'il y a l'UGAB à Paris, il y a une très grande bibliothèque de Poros Nubar, la bibliothèque. Il y a une grande collection de manuscrits arméniens qui est toujours à la Bibliothèque nationale. Donc, ce sont des fonds pour faire de l'arménologie. À part la France, il y a à Genève aussi, ce que je vous avais dit. Et maintenant, petit à petit aussi à Fribourg, parce qu'il y a le spécialiste de l'histoire de l'art médiéval, qui est très intéressé aussi de l'art médiéval et l'architecture médiévale arménienne. Et nous avons des étudiantes qui sont parties là-bas, qui font maintenant la recherche là-bas. Et n'oublions pas l'université catholique de Louvain-la-Neuve, où la chaire d'arménologie a une grande histoire et de grandes traditions. Et récemment, le professeur qui était pendant plusieurs années en charge, il est allé en pension et on a élu un nouveau spécialiste qui est linguiste. Ça aussi, parce qu'eux, ils sont spécialisés dans la linguistique. Donc, on peut dire que c'est un peu, oui, diversifié, ce qui est bien. C'est très bien. Est-ce que le Maténa d'Aran reçoit des stagiaires ou des chercheurs venant de France, de Suisse ou d'autres pays francophones? Écoutez, le Maténa d'Aran, depuis sa fondation et depuis l'époque soviétique, était peut-être l'institution par excellence où tous les arménologues se rassemblaient, parce qu'ils étudiaient les manuscrits. Ils venaient, ils passaient des mois et des mois. Aujourd'hui aussi, il continue à être le centre, y compris après la chute de l'Union soviétique, maintenant qu'il y a la liberté d'avoir des contacts avec le monde entier. Le Maténa d'Aran a des projets de collaboration entre les institutions et on reçoit des étudiants. Il y a des étudiants en doctorat qui viennent faire, par exemple, pratiquement un semestre ou bien quelques mois ou un mois. Ils viennent toujours à étudier. Et nous collaborons aussi avec l'organisation des volontaires, l'organisation arménienne des volontaires, qui nous propose toujours des volontaires, y compris des étudiants. Et cette année, j'ai eu deux étudiantes qui venaient de France. Et l'une était l'étudiante elle faisait la maîtrise à l'école pratique des hautes études avec l'une de ces professeurs que j'ai mentionné. D'accord. En histoire de l'art. Très bien. Vous avez partiellement répondu à cette question. Existe-t-il des coopérations entre le Maténa d'Aran et les différents centres de recherche à l'étranger? Donc, vous y avez presque répondu. Presque, oui. Oui, comme je disais, le champ est libre et le Maténa d'Aran,
Oui, je ne peux pas dire qu'il a collaboré pendant ces 30 ans avec toutes les institutions, mais ça, il y a la tendance. Et la tendance, y compris en forme de mémorandum, non, les collaborations bilatérales, et puis il y a Erasmus+, qui aide beaucoup. Et donc là, on peut faire quel est l'avenir de la francophonie dans les études arméniennes? Ça, c'est une question cruciale, je crois. L'avenir dans les études arméniennes ou l'avenir de la langue française, de la francophonie, voilà. Écoutez, avec toute la responsabilité, je prends toute ma responsabilité pour dire, si on veut s'occuper des études arméniennes d'une manière sérieuse, on ne peut pas se passer de la langue française. La langue française est fondamentale pour quiconque voudrait faire des études arméniennes, que ce soit dans la linguistique, que ce soit dans l'histoire de l'art, en histoire, en philologie, etc. Donc, en ce moment, on a la tendance que l'anglais prend le dessus, et donc il y a la recherche qui migre vers les pays, vers les États-Unis, on peut dire ça ouvertement. Il y a même en France, il y a les conférences, les Français font leurs conférences en anglais, parce qu'il n'y a pas seulement la langue, non, il y a aussi, par exemple, si j'écris en français ou en anglais, c'est pas pour le plaisir, mais c'est parce que je voudrais que ma recherche soit communicable ou soit lue par plus de personnes possible. Oui, non. Et donc, à ce moment, sur ce point-là, oui, le français commence à régresser, l'anglais prend dessus. Mais même avec cet état, même si demain, personne ne parle plus, n'écrit plus en français, le français, la connaissance de la langue française reste fondamentale parce qu'il y a tout cet héritage écrit en français. Il y a aussi l'autre avec je veux dire, là il y a une matière à réflexion, peut-être, je ne sais pas, l'Institut français ou avec les institutions arméniennes ou avec Maternelle, on peut réfléchir comment faire pour pouvoir organiser les cours ou diriger les étudiants vers l'Institut français ou vers l'Alliance française. Mais si, ça c'est un point, mais le second point, c'est que faire la recherche en français des études arméniennes, il ne s'agit pas seulement de la langue, comme j'ai déjà dit, il s'agit aussi de la méthode, non, le savoir-faire. C'est une école de recherche. Donc, et c'est ça aussi, c'est important. La francophonie est aussi ça. C'est pas seulement la langue, non, c'est aussi le savoir-faire, la connaissance. La pensée, la méthode, l'école, voilà, la méthode française. Oui. Et là, moi, je pense qu'aussi un point très important, c'est de traduire toutes les grandes œuvres ou les monographies ou bien les articles qui ont été publiés en français, de pouvoir faire un choix et traduire en arménien. D'accord, très bien. Donc, pour conclure, pour être un chercheur de haut niveau, dans les études arméniennes, il faut maîtriser la langue française. Absolument. Je vous remercie, Nazenir Alibert. C'est moi.